RCJ Midi, Rudy Saada. Soyez les bienvenus dans RCJ Midi, en grande partie consacrée à Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, donc célébré ce mercredi partout en Israël et même dans le monde. Nous serons en compagnie de notre correspondante Emmanuel Ada pour une grande partie de l'émission pour évoquer son bilan de l'année. Et puis nous ferons le bilan sécuritaire avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. Et puis à cette fête de l'indépendance, nous avons décidé de donner la parole aux Israéliens de tout le pays. Nous dirons ce que représente ce jour pour eux. Et puis Yom Ha'atzmaut, on en parlera entre autres avec notre invité du mercredi, maître Eli Korshia, le président du consistoire central. On évoquera également avec lui les commémorations du soulèvement du ghetto de Varsovie, le génocide arménien, le procès Copernic et le congrès national du consistoire qui s'est déroulé justement il y a quelques semaines en Israël. Également dans cette émission, le billet d'humeur de Patrick Lugman, la chronique ciné, Anne-Marie Baron et Frédéric Huttman pour la musique. Voilà donc pour le programme de cette heure d'info sur RCJ que l'on démarre par l'essentiel de l'actu avec Margot Siffer. Le journal Margot Siffer. Les titres de ce mercredi, Margot. Une centaine d'avions participent actuellement à la traditionnelle parade aérienne organisée pour le jour de l'indépendance en Israël. En France, Elisabeth Borne devrait dévoiler dans les prochaines minutes la feuille de route des 100 jours décrétés par Emmanuel Macron. Enfin, du sport avec l'Euroleague de basket et une jolie victoire pour le Maccabi Tel Aviv. Donc jour de Yom Ha'atzmaut en Israël avec la traditionnelle parade aérienne qui a eu lieu ce matin. Une centaine d'engins, mais y participent dans cette année des avions italiens, allemands, américains et britanniques. La parade s'achèvera aux alentours de 14h30 après avoir survolé des dizaines de villes. À noter que les célébrations ont débuté hier soir avec la cérémonie annuelle à Jérusalem et l'allumage de la torche qui a honoré 12 citoyens pour leur contribution à Israël. Benjamin Netanyahou s'est ensuite adressé à la foule dans un message préenregistré. Les détails avec notre correspondant pour RCJ, Gérard Benamou. Cette année, par crainte de perturbations en raison du débat très tendu qui traverse la société israélienne autour de la refonte judiciaire entamée par le gouvernement, Benjamin Netanyahou a voulu préserver les apparences en prévoyant une cérémonie préenregistrée, expurgée au besoin d'éventuels incidents. Il a également prononcé un discours en faveur de l'unité à un moment critique de la division intérieure qui s'accompagne de manifestations de grande ampleur dans tout le pays qui émeuvent d'ailleurs au-delà des frontières d'Israël, notamment la communauté juive américaine qui a exprimé ses encouragements de voir s'instaurer un consensus national israélien. Nous sommes des frères, a déclaré hier Benjamin Netanyahou, dans un esprit de conciliation. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, effectivement, et parfois nous nous disputons passionnément, mais nous construisons ensemble notre puissance nationale, et c'est la véritable signification de notre indépendance. Notre correspondant donc pour RCJ, Gérard Benamou. Par ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué ce matin que l'Europe et Israël étaient voués à être des amis et des alliés. Joe Biden, qui a annoncé hier être candidat à sa réélection, se dit aussi être un ami de toujours et un partisan de l'État hébreu. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la Chambre des représentants a approuvé une résolution pro-israélienne. Le texte appelle à l'élargissement et au renforcement des accords d'Abraham. Il encourage aussi les États-Unis et Israël à continuer d'approfondir et d'élargir leur coopération dans les domaines de l'économie, de la sécurité et des affaires civiles. 1687 civils et plus de 50 pays différents ont fui les combats au Soudan et sont arrivés en bateau ce matin en Arabie Saoudite. Au total, 2148 personnes, dont plus de 2000 étrangers, ont été pour l'heure évacués du Soudan vers l'Arabie Saoudite. À noter qu'un premier avion avec 245 ressortissants français et étrangers a atterri ce matin à Paris. Ils ont été accueillis par le ministre du Commerce extérieur, Olivier Becht, et par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Nous avons pu profiter d'accalmie dans les combats, mais il y a toujours eu des tirs, les combats n'ont jamais totalement cessé. Et donc il faut procéder avec beaucoup de précautions. Non seulement il faut s'assurer que les généraux ont donné des instructions de ne pas prendre à partie nos ressortissants et les convois qui les emmènent, mais il faut s'assurer que les différents checkpoints ont bien reçu l'ordre et que tout se passe bien.
Et tous les Français qui souhaitaient quitter le Soudan ont pu le faire. Un dispositif d'accueil doit à présent leur être proposé avec des solutions de relogement. L'actualité en France avec Elisabeth Borne qui dévoilera dans quelques minutes la feuille de route des 100 jours décrétés par le président Macron. Le chef de l'État avait dessiné 3 axes prioritaires, le travail, les services publics et la justice. Il a aussi rappelé l'importance de la loi sur l'immigration et de la lutte contre l'inflation. En attendant, Emmanuel Macron poursuit ses déplacements comme hier dans le Loir-et-Cher. Il se rendra demain dans le Doubs pour y prononcer un discours sur l'abolition de l'esclavage. Les chefs d'établissements scolaires toucheront une prime de 1 000 €. 14 000 chefs d'établissement ainsi que leurs adjoints seront concernés par cette prime versée au mois de décembre. Une annonce confirmée par le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, sur France Info. C'est d'abord 1 000 € pour 2023, on verra pour 2024, mais nous reconnaissons et nous valorisons, d'ailleurs nous allons valoriser les chefs d'établissement par des augmentations de rémunération, par des augmentations de leurs primes en 2024. Ils ont un rôle encore plus important, bien entendu, que précédemment, dans l'accompagnement et des transformations de l'école que nous faisons au service de la réussite de nos élèves. Cette prime sera allouée en contrepartie de la mise en œuvre du pacte, donc un dispositif pour inciter les enseignants à réaliser des missions supplémentaires. La rémunération à des profs augmentera quant à elle en septembre de 5,5% en moyenne par rapport à 2022 contre une hausse de 10% qui avait été promise par Emmanuel Macron. La 6e conférence nationale du handicap a lieu aujourd'hui à l'Élysée. Un rendez-vous que le président du collectif Handicap, qui regroupe 52 associations, va boycotter. Il dénonce le manque d'ambition pour améliorer les droits et la vie quotidienne des personnes handicapées. D'autres associations avaient d'ailleurs réclamé le report de cette conférence. La ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, a réagi ce matin sur France 2. Je suis d'accord sur le fait que nous avons du retard sur les sujets d'accessibilité. Dès 2014, il y a eu des préconisations données aux communes en particulier, données également aux privés qui reçoivent du public, les établissements recevant du public, les commerces, les restaurants, les cabinets médicaux, etc., de mettre en accessibilité tous leurs espaces publics et cet environnement recevant du public. La date limite est fin 2024 pour mettre en accessibilité. Et je pense que nous avons du retard. Alors, il y a eu le Covid, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. À noter que si Emmanuel Macron avait fait du handicap l'une des priorités de son premier quinquennat, le sujet n'a pas été cité dans les grands chantiers des prochains mois. Une start-up japonaise échoue à se poser sur la Lune. L'engin s'est probablement écrasé, déclare la start-up qui tentait de devenir la première entreprise privée à se poser sur la Lune. Elle dit rester déterminée à procéder à de nouvelles missions. On célèbre aujourd'hui la journée internationale du souvenir de la catastrophe de Tchernobyl. Une date choisie en rapport au 26 avril 1986 où 2 énormes explosions ont secoué la centrale de Tchernobyl à 120 km au nord de Kiev et à 16 km de la Biélorussie. Elles ont provoqué le plus grave accident de l'histoire du nucléaire civil. Et puis on termine avec du sport, l'ouverture des quarts de finale de l'Euroleague de basket. Monaco a été lourdement battu à domicile 67-79 par le Maccabi Tel Aviv, un revers qui le place déjà en position délicate. Le deuxième match est programmé demain, toujours à Monaco. Merci Margot Siffer. Dans un instant, dans RCJ Midi, le billet d'humeur de Patrick Lugman et puis une page spéciale consacrée à Yom HaAtzmaut avec notre correspondante Emmanuel Ada, également Olivier Rafovitch et puis des témoignages d'Israéliens en direct qui célèbrent cette journée. À tout de suite. RCJ Midi, Rudy Saada. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16.
Le Centre d'art et de culture vous emmène à la rencontre de la culture israélienne. Du 24 avril au 4 mai, 5 événements exceptionnels. Expositions, lectures, projections, théâtre, concerts, rencontres avec la culture israélienne du 24 avril au 4 mai à l'Espace Rachi, 39 rue Broca, Paris 5e. Toute la programmation est à retrouver sur culture-juive.fr, culture-juive.fr. Avec ma gueule de métèque. Il y a 10 ans, Georges Moustaki nous quittait. RCJ et le département culture du FSJU vous convient à une soirée exceptionnelle le 16 mai à 20h à l'Espace Rachi. Moustaki en toute intimité. Une soirée hommage aux métèques, aux juifs errants, aux pâtres grecs. Avec des témoignages de ses proches, des images inédites et évidemment des artistes qui reprendront ses plus grands succès. Réservez très vite sur billetweb.fr et rendez-vous le 16 mai à 20h à l'Espace Rachi. RCJ Midi, Rudy Saada. Chaque jour dans RCJ Midi, une personnalité engagée pose son regard en toute liberté sur l'actualité. Et le mercredi, c'est l'avocat et militant Patrick Lugman qui nous adresse en direct son billet d'humeur. Le billet d'humeur, Patrick Lugman. Bonjour Patrick. Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Oui, c'est l'alarme. L'alarme sur la gauche qui déraisonne sonne depuis longtemps, trop longtemps. Là, c'est même l'alerte. Tout y est. La venue de Salah Hamouri à l'EHESS, à l'initiative de la LDH, est l'épure de son effondrement, la quintessence de sa déliquescence. On aurait voulu écrire une pièce pour illustrer ce qu'est la faillite intellectuelle du camp du progrès que l'on n'aurait pas fait mieux. Le titre aurait été facile, je vous le donne en mille. Terrorisme ou résistance, il faut choisir. Plutôt qu'une pièce, c'est même une tragédie en 3 actes qui s'est jouée. Le 19 avril, donc, la section locale de la Ligue des droits de l'homme proposait une rencontre avec, ouvrez les guillemets, le militant de la cause palestinienne Salah Hamouri. C'est le premier acte. L'UEJF a eu la courageuse mais périlleuse idée de venir interpeller de manière pacifique les organisateurs sur qui est Salah Hamouri. Une personne condamnée en Israël pour un projet d'attentat contre l'ancien grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, et expulsé vers la France, dont il est un ressortissant, pour ses liens avec une organisation reconnue comme étant terroriste, le FPLP. Hélas, les militants autoproclamés de la liberté d'expression n'ont pas laissé la moindre forme de contradiction s'exercer. Ayant pacifistes revendiqués, ils ont passé à tabac les perturbateurs en les expulsant manu militari. C'est à ce moment-là que surgit le rebondissement de l'intrigue. L'arrivée sur les lieux de la députée insoumise Ercilia Soudet. Fin du second acte. Interpellée par les militants du EJF, elle fait mine de ne rien entendre, mais elle appelle quand même la police pour venir au secours des agresseurs. Rassurez-vous, Rudy, tweets de solidarité, communiqués indignés n'ont pas tardé à fleurir, et jusqu'à ceux de l'EHESS et des parlementaires insoumis. Mais c'était bien pour condamner vigoureusement ce qui est dénoncé comme une agression de l'UEJF. Le caractère belliqueux de l'opération est même attesté par le fait, je cite, que les étudiants juifs étaient armés d'un mégaphone. Ercilia Soudet a annoncé pour sa part qu'elle portait plainte. C'est la fin du 3e acte, on baisse le rideau. Car là, on ne joue plus. Ce n'est ni un cauchemar, ni une farce. Alors heureusement, la scène filmée par les militants du EJF oppose un démenti cruel et sans appel à la réécriture des événements qui inversent agresseurs et agressés, débat et censure. Remettons donc les choses à l'endroit. Salah Hamouri, quoi que l'on en pense, est une personne expulsée après une décision judiciaire pour appartenance à une entreprise terroriste. Cela aurait pu provoquer quelques échos en France quand même, où 2 attentats récents, celui de Ozar Hatorah à Toulouse en 2012, celui de l'Hypercacher en 2015, ont coûté des vies juives françaises au nom d'une solidarité prétendue avec la cause palestinienne. Mais non, l'abjection d'ôter la vie au nom d'une cause n'a pas été dénoncée, ni même envisagée,
par aucune des organisations de défense des droits de l'homme qui étaient ici présentes ou représentées, la LDH ou Amnesty. Et que cela n'ait pas pénétré les murs ou les esprits de l'EHESS, où l'on enseigne pourtant les sciences sociales, me sidère. Mais pas autant que le fait que lors d'un débat, présenté en soi comme une victoire de la liberté d'expression, on ait passé à tabac des personnes venues apporter la contradiction. Faites la somme du déni, des errements, des retournements qui se sont déroulés ici, et vous aurez devant vous, gisant, le grand cadavre à la renverse que dénonçait, il y a 15 ans déjà, Bernard-Henri Lévy. Alors je dis ici, moi-même étant de gauche, à ceux qui par cynisme, aveuglement, bêtise, seraient tentés pour le plus petit bénéfice politique de succomber aux plus grandes compromissions idéologiques, de songer à la trajectoire funeste de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne. Il a voulu emmener le Parti travailliste anglais dans les accointances douteuses qui confondent résistance et terrorisme, et le marécage où l'antisionisme se perd avec les relents antisémites. Il a fini défait par les urnes et rejeté par ses camarades. Car nous en sommes là, au point d'intersection. À l'UHESS, autour de Salah Hamouri, la gauche française a rencontré son point Corbyn. L'alerte est sérieuse, car cet attentat contre la raison a déjà fait un blessé grave, qu'il faudra veiller, car il n'est pas encore tiré d'affaire, une certaine idée de la gauche et de la démocratie. Merci Patrick Lugman. On ouvre maintenant une page spéciale consacrée à Yom Ha'atzmaut. Le pays Israël est en fête. Ce matin, une centaine d'avions, de drones, d'hélicos ont survolé la côte. Ils le font encore actuellement pour s'adonner donc au traditionnel défilé, traditionnel barbecue également partout dans le pays. Nous allons d'ailleurs faire le tour du pays dans un instant pour cette page spéciale. J'ai le plaisir d'être accompagné par Emmanuel Hadda, notre correspondante en Israël. Bonjour Emmanuel. Bonjour Chag Sameach, Rudy, Chag Sameach à tous nos auditeurs, à tout le peuple juif. Alors, on va faire ensemble une sorte de bilan rapide de l'année, votre bilan. Ce qui a marqué l'année en Israël, ce sont tout d'abord ces manifestations ces derniers mois, ces dernières semaines contre la réforme du système judiciaire. Une séquence qui, pour certains, a révélé au grand jour une fracture entre deux Israël ou plusieurs Israël. J'ai posé la question sur la réalité ou non de cette fracture au journaliste Stéphane Amar ce matin. Je pense qu'il est moins fracturé qu'on le dit. Je pense que les craintes de guerre civile sont tout à fait exagérées. Il y a effectivement une controverse assez virulente entre ceux qui s'opposent à cette réforme de la Cour suprême et ceux qui y sont favorables. D'ailleurs, cette controverse dépasse largement le simple enjeu de la Cour suprême. On voit bien là qu'il y a un enjeu civilisationnel entre un État qui serait plutôt un État juif et un État qui serait plutôt un État démocratique. Mais enfin, le dialogue est établi sous l'égide du président de l'État et au quotidien, les gens dialoguent de façon tout à fait apaisée au sein des familles, au sein des lieux de travail. Je ne sens pas du tout de climat de haine, d'opposition irrémédiable entre deux fractions de la population, mais finalement un débat assez sain, propre à toute démocratie dans le monde, autour d'un enjeu extrêmement important qui est celui de la Cour suprême. Voilà, donc c'était Stéphane Amar ce matin sur RCJ. Emmanuel Hadda, est-ce que vous partagez cette analyse ? Emmanuel Hadda, est-ce que vous partagez cette analyse ? Emmanuel, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Emmanuel Hadda qui va donc se reconnecter, notre correspondant en Israël. Stéphane Amar évoquait finalement des Israéliens qui arrivaient à se parler de nouveau depuis quelques jours, quelques semaines, et que cette fracture qu'on annonçait terrible dans la société israélienne n'était pas finalement une fracture définitive. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Vous m'entendez, Rudy ? Oui, je vous entends, vous pouvez parler. Ah, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on a été coupé. Oui, écoutez, je suis a priori d'accord avec lui, sauf que je serai un petit peu plus nuancée sur les querelles, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de querelles dans des familles, entre amis, sur les lieux de travail. Ça se ressent au quotidien. C'est peut-être en train un petit peu de s'atténuer depuis que des pourparlers ont été commencés autour de la table du président. Effectivement, c'est comme, si vous voulez, des enfants qui se rendent compte que les parents peuvent discuter même s'ils ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il a raison, Stéphane, pour dire que ça dépasse largement, cette fracture dépasse largement le problème de cette réforme judiciaire. On est en train de discuter en ce moment
du futur État d'Israël. Est-ce que ça doit être un État juif ou un État laïque? Je pense que c'est ça la vraie question qui se pose aujourd'hui. Alors sur le plan diplomatique, cette fois, on imaginait Israël élargir les accords d'Abraham assez rapidement avec notamment ce rapprochement tant attendu avec l'Arabie Saoudite au cœur d'une alliance régionale contre l'Iran. Et puis le 10 mars dernier, l'Arabie Saoudite et l'Iran annoncent le rétablissement de leurs relations. Qu'est-ce qui, dans l'actualité diplomatique, dans l'année diplomatique de l'État d'Israël, vous a marqué, Emmanuel Hadda? Alors effectivement, ce rapprochement entre l'Iran, la Chine et l'Arabie Saoudite a été, on va dire, comme une gifle pour notre Premier ministre, pour Benjamin Netanyahou, parce que il faut le répéter, c'est lui qui est le précurseur des accords d'Abraham, c'est lui qui les a mis en place, c'est lui qui les a structurés. Et effectivement, ce rapprochement, eh bien, va poser un problème à Israël. En fait, c'est une normalisation de relations qui va être au détriment d'Israël très certainement. Et ça, c'est un vrai préjudice pour nous. Et puis surtout, on peut se poser cette question, à savoir que tous les investisseurs israéliens et juifs du monde qui ont profité des accords d'Abraham pour aller créer faire du business dans ces pays, à Dubaï, au Maroc, etc. Est-ce qu'ils doivent se remettre en question, parce que demain ces pays aussi peuvent se retourner contre Israël si leurs intérêts économiques ou militaires ou financiers sont en jeu, si la relation avec Israël les déstabilise ou les met en danger, ou s'ils préfèrent avoir d'autres relations avec l'Iran qu'avec Israël. Maintenant, il faut aussi se rappeler que le Hamas s'est également rapproché de l'Arabie Saoudite. Ils ont été reçus en délégation par l'Arabie Saoudite, et ça aussi, c'est une information qui est très importante pour Israël. Et cela nous amène au bilan sécuritaire de l'année, avec une année 2022 qui était déjà très meurtrière pour Israël, et une intensification des attentats, Églantine Delalleux. Oui, si 31 Israéliens ont été tués par une vague terroriste l'année dernière, les 4 premiers mois de 2023 ont été meurtriers. 15 Israéliens ont été assassinés dans plusieurs dizaines d'attentats. Rien qu'au mois de janvier, 15 attaques ont été recensées. La nouvelle spirale de violence a notamment eu lieu à Jérusalem-Est, à Naplouse, mais aussi à Ouara. Alors que la violence entre Israéliens et Palestiniens a connu une hausse, c'est évident. Depuis le début de l'année, le conflit a pris une autre tournure, notamment début avril. Oui, au lendemain de l'intervention de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa, le 6 avril, une trentaine de roquettes sont tirées à partir du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels. Tsahal accuse le Hamas d'être à l'origine en riposte des frappes aériennes sur la bande de Gaza. C'est la première fois que l'État hébreu confirme avoir attaqué le territoire libanais depuis avril 2022. Le lendemain, l'armée israélienne mène aussi des frappes contre le sud du Liban, disant avoir touché 3 infrastructures du Hamas. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, prend alors la parole. Nous sommes au plus fort d'une vague d'attaques contre Israël. Ce n'est ni la première ni la dernière attaque de ces derniers jours. Nous sommes tous conscients de cela. Nos forces de sécurité, y compris Tsahal, le Shabak, le Mossad et la police, sont prêtes à accomplir leur mission. Voilà, donc l'action israélienne s'est aussi intensifiée du côté de la Syrie. Et oui, depuis la mi-avril, l'armée israélienne a bombardé à plusieurs reprises les positions de groupes liés à l'Iran dans le sud de la Syrie. Depuis le début du conflit syrien en 2011, Israël a lancé des centaines de frappes aériennes contre la Syrie en guerre, visant principalement les forces soutenues par l'Iran et le Hezbollah. Des événements, Rudy, qui poussent Israël à devoir répondre sur plusieurs fronts. Merci Églantine Delalleux. On va maintenant en parler avec le colonel de réserve de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch. Bonjour. Bonjour Rudy et Chag Sameach. Si vous entendez de la musique derrière moi, c'est que je suis à une grande fête de Yom Ha'atzmaut dans les forêts près de Jérusalem. Bah voilà, évidemment, tout le pays est actuellement dehors pour des barbecues et pour des fêtes. On va juste vous prendre quelques minutes et revenir à ces perspectives sécuritaires. On a vu pendant les vacances de Pessah, il y a une quinzaine de jours, Israël attaqué sur plusieurs fronts. Est-ce qu'on peut y voir un test? Et puis, est-ce que Israël est prêt à faire face à, comme on a l'habitude de le dire, toutes les éventualités? Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une situation dans le Moyen-Orient où il y a une conjonction entre des pays sunnites et des pays chiites. Il y a une volonté de l'Iran de pousser ses pions contre Israël
Ah, nous avons un petit problème de liaison. Avec... Il est dans la forêt de Jérusalem. Hein. Bah oui, la forêt de Jérusalem, effectivement. Ah voilà, je vous entends mieux. Olivier Rafovitch, on a rétabli la liaison avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends, ouais. Vous m'entendez? Oui, alors très très mal, mais on vous entend. D'accord, je suis en tioule avec les enfants, donc voilà. Ouais. Bah oui, non, mais c'est normal, c'est normal. C'est Yom Ha'atzmaut, on imagine bien l'agitation autour de vous. Voilà, je vous laisse continuer, on vous entend. Ah, on n'entend pas Olivier Rafovitch. Malheureusement, on a du mal à rétablir la liaison pour ce point sécuritaire. Est-ce que vous m'entendez, Olivier Rafovitch ? Toujours pas. Emmanuel Ada, cette tension sécuritaire, on parle évidemment de cette région qui était en train de bouger, pas forcément dans le bon sens pour Israël. Également, à l'intérieur même du pays, ces groupuscules terroristes qui se développent. Je pense évidemment à la fosse au Lion. Est-ce que, selon vous, Israël est en train et doit repenser sa manière de contrer le terrorisme, notamment empêcher ces petits groupes qui n'ont pas de commandement comme on a pu le connaître dans les années précédentes? Rudy, vous le savez comme moi à quel point c'est difficile de lutter contre le terrorisme, encore plus lorsqu'il s'agit de petits groupes désorganisés. Je ne pourrais pas donner de leçons à l'État d'Israël et aux forces de sécurité pour savoir comment lutter contre le terrorisme. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui m'a marqué cette année, pour revenir un petit peu sur un plan un peu humain, j'ai envie de dire, et puis faire le lien avec ce que nous venons de vivre entre Yom HaZikaron, le jour du souvenir, et Yom Ha'atzmaut aujourd'hui, eh bien, c'est cette image absolument frappante. C'est que vous rappelez bien évidemment que lors de ces derniers attentats, eh bien, il y a eu des pères de frères et de sœurs qui ont été assassinés, et parmi eux, il y a eu Hillel et Yigal Yaniv qui ont été assassinés ensemble lors d'un attentat terroriste le 26 février dernier, et lors de Yom HaZikaron, leur petit frère Tzur Yaniv, qui a 13 ans aujourd'hui, a célébré sa bar mitzvah sur les tombes de ses frères. C'est très difficile même à dire, sur les tombes de ses frères. Il a souhaité fêter sa bar mitzvah à cet endroit précis le jour de Yom HaZikaron. Vous imaginez l'émotion dans tout le pays lorsqu'on a pu voir ces images à la télévision israélienne. Alors, des centaines d'Israéliens se sont rendus au cimetière, bien sûr pour honorer la mémoire de leurs proches qui sont morts dans les guerres ou dans les attentats, mais ils se sont aussi réunis autour de ce petit garçon, autour de Tzur, qui a fêté sa bar mitzvah, pour lui chanter Mazel Tov. Et je vous assure, Rudy, que c'était une image qui regroupait toutes les émotions qu'Israël peut vivre en ce moment. La joie, la peine, le malheur, la séparation, le deuil, la tristesse, mais en même temps la force, la fraternité, et c'était très, très, très marquant. Voilà, on a rétabli la liaison avec Olivier Rafovitch. On parlait de cette autre menace, ces groupes terroristes qui se sont montrés cette année avec une menace différente et plus difficile encore à contrer. Allô ? Oui, Olivier Rafovitch, on parlait... Oui. Allez-y, je vous écoute. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une vague de violence et de terrorisme depuis maintenant plus d'un an à peu près, avec un renforcement des groupes à l'intérieur de la Judée-Samarie et avec l'aide de l'Iran et également des réseaux sociaux qui est derrière. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les ennemis d'Israël pensent qu'aujourd'hui, il y a une brèche, il y a une faiblesse en Israël, et donc ils pensent que c'est le moment d'agir contre Israël, mais là, ils se trompent de manière totale. Olivier Rafovitch, alors on vous entend évidemment avec énormément de fêtes autour de vous et on va parler de ça maintenant. Que représente pour vous, membre de l'armée israélienne et sioniste évidemment convaincu et engagé, cette journée de Yom Ha'atzmaut et comment vous êtes en train de la célébrer? Moi, je suis avec ma famille en train de préparer un barbecue. Là, je vous avoue que je le prépare avec difficulté, je n'arrive pas bien à allumer les charbons et je vous parle en même temps. Donc d'un côté, j'essaye d'allumer le charbon et de l'autre côté, je vous parle. Mais on va y arriver, Bon, ben en tout cas, il y a avec moi des centaines
de famille israélienne, les enfants, c'est la joie, c'est la musique. C'est, je dirais, c'est une fête vraiment de l'amour d'Israël, de l'importance d'avoir notre État indépendant et fort et puissant. Et toutes ces familles avec les enfants, c'est le présent, c'est aussi l'avenir. Et nous sommes un pays, un peuple et une nation qui aime la vie avant tout et qui aime son pays plus que tout. Merci Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. On va maintenant justement faire un petit tour d'Israël pour savoir comment les Olim notamment vivent cette journée très particulière, cette vraie fête nationale. Nous sommes en ligne avec Jonathan. Bonjour. Jonathan. Johan peut-être. Alors, Johan, on va commencer avec vous, Johan. Vous êtes avocat à Tel Aviv. Je poserai la même question à tout le monde. Que représente cette journée de Yom Ha'atzmaut pour vous? Écoute, c'est absolument incroyable. C'est un pays exceptionnel où, comme disait Shimon Peres, c'est un pays où on s'embête jamais. Je ne sais pas si quelqu'un a utilisé ce terme depuis, mais c'est clairement l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'on passe de moments très tristes et de recueillements qui sont extrêmement émouvants, Yom HaShoah, et après Yom HaZikaron, tout le pays s'arrête le soir même de Yom HaZikaron, après Yom HaZikaron, le début des festivités de Yom Ha'atzmaut avec une grande joie d'un coup. Et ça, je connais pas d'autres peuples, d'autres endroits dans le monde où ça existe. J'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai beaucoup voyagé, je connais beaucoup d'endroits. Je connais pas d'endroit dans le monde où on passe aussi rapidement d'une peine extrême à une joie extrême. Effectivement, comme j'entendais mon ami Olivier parler, c'est la fête de la vie, la fête de l'amour de sa patrie, de son pays, de son peuple, et un petit clin d'œil. Olivier qui était colonel de réserve dans l'armée, moi vous entendez pas de bruit autour de moi parce que j'ai appris à déléguer. Lui il était colonel dans l'armée, normalement il aurait dû apprendre aussi à déléguer. Donc vous avez délégué le barbecue. Voilà, j'ai délégué le barbecue. Justement, comment vous célébrez cette journée? Bien, en fait, nous avons célébré cette journée tout simplement en famille dans le jardin, et puis en même temps on a pu admirer ce qu'on appelle le matat, c'est-à-dire le défilé aérien qui est absolument exceptionnel, extrêmement émouvant. On voit les avions, c'est ça qui c'est-à-dire se dire quand même qu'il y a une centaine d'années, jamais on n'aurait pu imaginer une telle avancée, un tel progrès pour le peuple juif. C'est exceptionnel. Ça peut paraître banal de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose que qui m'émeut chaque jour et qui me surprend encore tous les jours. Chaque jour, je me rends compte de l'avancée d'Israël. Chaque jour, je suis extrêmement heureux de la chance que j'ai d'être dans ce pays. Je peux vous dire que malgré toutes les difficultés, si vous voulez, c'est un petit peu comme on parle de ces difficultés qu'on a eues ces derniers mois. C'est quelque chose de très particulier, ce Yom Ha'atzmaut. Mais ça me rappelle un peu quand vous avez, je sais pas, vous voyez une fête comme Pessah, par exemple, vous avez 10 personnes d'une famille qui se sont disputées les 2-3 derniers mois, et puis finalement, il y a cette fête de Pessah, comment on va la faire? Alors, le peuple d'Israël a eu une grosse appréhension avant ces célébrations, c'est vrai, mais finalement, la mayonnaise est montée. Il y a eu les festivités se sont faites, il y a eu des accros évidemment de part et d'autre, mais il y a eu beaucoup plus de choses qui nous ont rassemblés que de choses qui nous ont divisés. Et c'est à nous de les montrer et de les mettre en valeur. C'est ça surtout le message que je voudrais transmettre. Merci Yohann Habib, donc avocat habitant de Tel Aviv. On va maintenant partir à Beitar Illit, retrouver Jonathan. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous travaillez dans le marketing, vous avez un fils qui est actuellement à l'armée, vous êtes pratiquant. Comment vivez-vous ce jour de Yom Ha'atzmaut? C'est fantastique parce que vraiment, je pensais à ça avant de répondre aux questions que vous alliez me poser, et c'est vraiment la particularité de ce pays, c'est-à-dire que dans chaque famille, et au-delà de ça, dans le peuple en entier, comme chaque chose, les Juifs prennent ça, chaque Juif prend ça de manière différente. C'est-à-dire que chaque Juif ressent Yom Ha'atzmaut d'une manière différente. C'est-à-dire qu'au-delà des clivages qui peuvent exister au sein de la société israélienne, je peux vous dire que
aucun juif n'est indifférent à Yom Ha'atzmaut. Comme vous l'avez dit, voilà, moi-même, j'habite Bétar, j'ai un fils qui est officier dans l'armée israélienne, et j'ai un autre petit qui est au Heider, qui étudie à l'Yeshiva. C'est-à-dire que il y a maintenant dans chaque famille, il y a beaucoup de tendances qui se mélangent et il n'y a plus d'idées véritablement tranchées par rapport à un secteur de la population. Et Yom Ha'atzmaut a ça de magnifique, surtout quand on vient comme moi de Roussaret, en dehors d'Israël, et qu'on est venu chercher à aller il y a 20 ans. Même après 20 ans, on est toujours émerveillé des réalisations de ce pays. On est toujours émerveillé de pouvoir se dire que tu vis ton judaïsme exactement comment tu l'entends, que tu peux te promener, avec ta kippa, que tu peux te promener tard dans les rues, que tu n'es pas en insécurité, alors qu'ailleurs dans le monde, c'est pas vraiment le cas. Mais je veux dire que chacun partage ici en Israël ce qu'on appelle la hakarat hatov, c'est-à-dire la reconnaissance au Boré Olam qui nous a donné cette terre, qui nous permet de pratiquer un message de la Fondation notre judaïsme de manière totalement libre et de pouvoir s'aimer les uns les autres, d'être au-dessus des clivages que les médias ne font pas, parce que au-delà de ça, je peux vous dire que la population vit très bien ensemble. On se respecte les uns les autres, on s'apprécie les uns les autres, on essaie toujours de voir le Nekuda Tova, de voir le point positif qu'il y a chez l'autre. Et je vous assure qu'on est loin des images stéréotypées que les médias peuvent donner. Et ça se ressent encore plus en Israël, à Yom Ha'atzmaut, où vous voyez tous les gens marcher ensemble, défiler ensemble, partager un barbecue, partager une réunion familiale. Voilà, c'est beaucoup de reconnaissance envers le Boré Olam de pouvoir vivre dans ce pays. Merci Yonatan pour ce message très positif, donc au-delà effectivement de la politique et des soucis qu'a traversé le pays ces dernières semaines. On va rapidement se tourner avant de recevoir Maître Eli Korshia vers Bernard Bitan. Vous êtes artiste, vous habitez Yafo en Israël. Bonjour. Bonjour Guy, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur RCJ. On entend du bruit autour de vous. J'imagine que vous êtes vous aussi en train de célébrer Yom Ha'atzmaut avec vos amis. Que représente ce jour pour vous? Je vous entends mal parce que je vais vous dire, je suis le papa qui est traîné, je suis un peu le papa de tous ces enfants. Enfin, ces enfants, ils ont tous 22 d'un groupe Massa dont mon fils fait partie. Et vous voyez ça, on s'est tous réunis sur la pelouse, comme les Israéliens le font, pour célébrer Yom Ha'atzmaut avec les barbecues et avec toute cette ambiance. On voit le Ham Israël réuni. Et si vous me demandez ce que c'est pour moi Yom Ha'atzmaut, c'est la réunion du Ham Israël, dans toute sa diversité. Bien, merci Bernard Bitan pour ces quelques mots. Effectivement, on entend énormément d'ambiance autour de vous et des chants autour de vous sur cette pelouse où des jeunes se sont réunis. Voilà, c'était une sorte d'ambiance comme ça qu'on voulait vous donner depuis Israël avec ces différents témoignages. Merci à vous Emmanuel Haddad d'avoir réuni ces profils d'Israéliens, de franco-israéliens qui célèbrent aujourd'hui Yom Ha'atzmaut. On va continuer justement d'en parler dans un instant avec notre invité, le président du consistoire central, Maître Eli Korshia. À tout de suite. RCJ Midi, Rudy Saada. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Le pouvoir de soi, libérez votre potentiel. Le livre de Francky Perez. Le pouvoir de soi est un voyage initiatique qui s'adresse à tout le monde. Que vous soyez manager, étudiant, communicant, professionnel ou parent, découvrez cet extraordinaire pouvoir souvent méconnu dont chacun d'entre nous dispose, celui de cette voix intérieure qu'il nous est possible de guider dans une direction positive. Le pouvoir de soi de Francky Perez aux éditions Henrik B.
Disponible en librairie, à la Fnac, sur Amazon et sur www.lepouvoirdesoi.com. Avec ma gueule de métèque. Il y a 10 ans, Georges Moustaki nous quittait. RCJ et le département culture du FSJU vous convient à une soirée exceptionnelle le 16 mai à 20h à l'espace Rachi. Moustaki en toute intimité. Une soirée hommage aux métèques, aux juifs errants, aux pâtres grecs, avec des témoignages de ses proches, des images inédites et évidemment des artistes qui reprendront ses plus grands succès. Réservez très vite sur billetweb.fr et rendez-vous le 16 mai à 20h à l'espace Rachi. RCJ Midi, Rudy Saada. Comme chaque mercredi, nous recevons un responsable de la communauté juive de France. Et ce mercredi, nous sommes en studio avec Maître Eddie Korsia, avocat et depuis fin 2021, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Eddie. Soyez le bienvenu dans ce studio. Merci d'être avec nous. Nous avons consacré une grande partie, vous venez de l'entendre, de cette émission à Yom Ha'atzmaut. Qu'est-ce que ce jour vous inspire ? C'est un jour important pour notre communauté en France et dans le monde. Et c'est d'ailleurs, je pense, dans notre calendrier annuel, c'est une date fondamentale, puisqu'on passe, et on l'a vécu notamment hier soir, on passe de Yom HaZikaron, ce moment de recueillement à la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés depuis la création de l'État d'Israël. Et puis, ces dernières années, ça a été aussi une journée qui est devenue une journée de commémoration aux victimes des actes terroristes en Israël. Et puis, on passe de cette cérémonie, de ce moment très important, solennel, émouvant, chaque année, à un petit peu plus tard, cette soirée où nous fêtons l'indépendance de l'État d'Israël et évidemment l'État d'Israël à travers cette fête de Yom Ha'atzmaut. Je l'ai fêté hier soir avec le Grand Rabbin de France à la grande synagogue de Levallois, de nos dernières grandes synagogues inaugurées, que nous avons inaugurées il y a 6 mois avec le Grand Rabbin de France et notamment le ministre de l'Intérieur, une magnifique synagogue. Nous avons fêté hier Yom HaZikaron et célébré Yom HaZikaron et fêté Yom Ha'atzmaut. 450 personnes étaient là et je peux vous dire que l'ambiance était effectivement une très belle ambiance où tout le monde avait plaisir à fêter Israël. Des enfants de chorale sont venus par exemple pour chanter des chansons israéliennes. Il y a eu deux anciens vétérans qui ont fait la guerre du Sinaï, la guerre de Kippour, qui étaient là. On célèbre d'ailleurs, on commémore cette année les 50 ans de la guerre de 1973. Et donc, effectivement, ce sont des moments importants. Et chaque année, d'ailleurs, on le voit bien, chaque année, c'est une cérémonie, depuis le Covid en tout cas, qui est revenue en force, où tout le monde a plaisir à se retrouver autour d'Israël. Et puis de ces liens indéfectibles, on en parlera tout à l'heure, entre la France et Israël. Et d'ailleurs, d'autres cérémonies ont lieu dans toute la France, en région parisienne, mais dans toute la France. J'avais ce matin en ligne le président du Consistoire de Marseille, qui me disait hier, il y a eu une cérémonie sur Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut qui a réuni peut-être plus de 500 ou 600 personnes, et c'est de très beaux moments et une belle cérémonie. Alors justement, en parlant d'Israël, vous acheviez il y a un mois tout juste la Convention nationale du Consistoire en Israël. Vous aviez convié des responsables communautaires, évidemment, mais aussi des élus, des responsables associatifs. C'était votre souhait que cette convention ait lieu en Israël. Un mois plus tard, quel bilan retenez-vous, quel bilan faites-vous de ce voyage ? D'abord, c'est des moments inoubliables qu'on a vécus. Vous savez, Rudy, des fois, on met sur le papier beaucoup de choses, des projets, et puis ça ne se passe jamais comme on le voudrait, ou aussi bien. Là, on a vécu des choses où chacun des 15 événements que j'ai organisé pendant ces journées en Israël, cette semaine en Israël, chacun des 15 événements s'est passé d'une façon encore meilleure qu'on avait pu l'imaginer. Le pitch, c'était quoi ? Ça fait plus de 15 ans qu'il n'y avait pas eu une grande convention des communautés juives de France en Israël, du Consistoire central, près de 15 ans, et donc le pays n'est plus du tout le même, la France n'est plus du tout le même pays que le pays n'était à la fin des années 2000, et Israël n'est plus du tout le même pays, évidemment, qu'à la fin des années 2000. Ça a été complètement transformé. Et lorsque je me suis présenté au Consistoire de France fin 2021, j'avais annoncé que je voulais faire une grande convention qui aurait un double objectif. Premier objectif, réunir des dirigeants, des responsables du Consistoire de France. L'invitation avait été lancée à tous les membres de l'Assemblée générale du Consistoire de France en Israël, et que toutes les régions soient représentées. Et la première des choses, c'est qu'on a vécu des moments très forts parce que toutes les régions françaises étaient représentées. Des représentants du Consistoire de Nord-Pas-de-Calais, de Marseille-Provence, de Rhône-Alpes, de la région parisienne, du Sud-Ouest, de Bretagne ou de Loire-Atlantique.
il y avait des représentants de toutes les communautés. Donc ça, c'était remarquable. 170 dirigeants communautaires français ont fait le voyage à mes côtés et aux côtés du Grand Rabbin de France qui m'accompagnait. Et puis, j'avais voulu faire venir aussi des dirigeants politiques. Et là aussi, un panel. Je n'étais pas là pour inviter tous les politiques français. Je voulais un panel qui travaille, qui œuvre aux côtés des communautés juives dans toute la France, avec lesquelles les communautés sont en contact. Et évidemment, si possible, beaucoup de personnes qui n'avaient jamais mis les pieds en Israël. L'idée, c'était de mieux leur faire comprendre l'attachement de la Exactement. communauté à Israël. Et puis leur faire voir, pas seulement l'attachement évidemment est important, mais leur faire voir la réalité de ce qu'est Israël. Quand vous avez des dirigeants politiques qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, évidemment, ils conçoivent Israël à travers le prisme qu'ils ont des médias, très souvent. Et là, l'idée, c'était aussi de ne pas inviter que des maires ou des députés ou des sénateurs, mais d'inviter quelques maires, des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux ou départementaux, et ils sont venus tous ensemble. Et je peux vous dire que, revenant d'Israël, avec sur place des moments qui ont été très forts, des moments émotionnels. On a fait par exemple, on est arrivé le 19 mars, on a fait une cérémonie à la mémoire des victimes de l'école Ozar Torah de Toulouse, en présence d'Eva Sandler, des représentants du Beth Sandler qu'elle a créé à Jérusalem, de Samuel et de Myriam Sandler et de Jennifer, leur fille. Je peux vous dire que la salle était pleine, tous les responsables étaient là. Nous avons eu le grand rabbin d'Israël, Yitzhak Yosef, qui est venu à cette occasion. Je pourrais citer des moments, par exemple à Yad Vashem, où nous avons visité Yad Vashem, nous avons été dans la crypte pour une cérémonie avec le grand rabbin de France, et ensuite on a été reçus dans le grand auditorium de Yad Vashem par le grand rabbin Lao, qui est venu et nous a fait 3 quarts d'heure de discours, conférences, chiour. Je ne sais pas comment on peut appeler ces 3 quarts d'heure qu'on a vécu en l'écoutant, mais je crois que tout le monde s'en rappelle aujourd'hui. Dirigeants juifs ou dirigeants politiques non juifs. Et ça peut être le cas aussi d'autres moments culturels qu'on a fait sur place, en privatisant par exemple un théâtre à Abima, en faisant un spectacle. Venir de France, Francis Huster, Steve Suissa à la mise en scène, Isabelle Durin au violon et Maxime Zecchini au piano, pour un spectacle créé pour la Convention en Israël. On a vécu des moments qui étaient un petit peu hors du temps, et que ce soit au niveau culturel, émotionnel, politique. On a été reçu à la Knesset. Évidemment, c'était aussi un moment important. Donc voilà, je crois que ça montre les liens indéfectibles entre les communautés juives dans toute la France et l'État d'Israël, et les dirigeants comme les hommes politiques, quand ils sont revenus, je crois, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont écrit pour beaucoup, ont vécu des moments qu'ils garderont toujours en eux. Au niveau de ces communautés, je pense plus particulièrement aux petites communautés qui ont du mal à exister. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion? Est-ce que ce colloque vous a permis de les écouter et de songer à des pistes? Bien sûr. C'est sans doute, peut-être, ce qui me touche le plus dans la mission qui est la mienne. Il faut accompagner les grandes communautés et les communautés moyennes. Je vous parlais tout à l'heure en région parisienne, je donnais l'exemple de Levallois, qui est une des communautés, sans doute celle qui s'est le plus développée au cours de ces 20 dernières années, soyons très clairs. Mais il faut aussi s'attacher aux communautés moyennes qui ont des fois du mal à maintenir ou à continuer à grandir, et aux petites communautés. J'ai l'habitude de dire que dans ma mission, il n'y a pas de petites, de moyennes ou de grandes communautés. Il y a des communautés dans toute la France qu'il faut continuer à aider. Et j'allais même plus loin, Rudy. Il y a même des communautés qu'il faut aider à se créer. On a encore aujourd'hui, en 2023, des endroits en France où il y a des familles qui nous disent on peut créer, on peut bâtir une communauté. Je vais vous donner 2 exemples. Dans le centre de la France, prenez la commune de Blois. Vous savez, depuis le Covid, beaucoup de Parisiens veulent un petit peu sortir de Paris, et le Covid a fait aussi que certains veulent habiter, alors des fois pas très loin, peut-être à 1 heure, 1h30 de Paris, mais on a des potentialités. À Blois, on m'a indiqué qu'il y avait la volonté de créer une communauté, il y avait des familles qui l'ont créée. Avec mon ami Didier Lévy, qui a pris la présidence d'une communauté, on a créé cette communauté. On est en discussion avec la mairie pour qu'ils aient des locaux. Et donc, voilà une création dans le sud de la France. Allons bien plus loin. Sud-Est, autour de Cannes, on a une commune qui s'appelle Valbonne, qui est pas très loin de Cannes, qui n'avait pas de communauté. Et puis, il y a des familles qui ont décidé de se réunir, de créer, de monter une synagogue. Ils faisaient des offices pour les fêtes, mais il n'y avait pas de communauté. La communauté a été créée. À mon avis, Steve Chocron en est le président. Et avec le Grand Rabbin de France, nous sommes allés l'année dernière à Valbonne, et nous avons inauguré la synagogue de Valbonne qui s'est créée sur place et qui permet d'avoir
une communauté de plus dans la région, par exemple, des Alpes-Maritimes. C'est-à-dire qu'il faut s'attacher à renforcer et à aider le dynamisme des communautés quand elles sont déjà très établies et les aider dans leur poursuite d'activité. Et il faut aider encore plus les petites communautés à se créer ou à continuer à vivre, comme vous l'avez très bien dit, parce que ce n'est pas évident dans toutes les régions de France. Alors, dans les fonctions du président du consistoire, il y a aussi tout le travail autour de la mémoire autour du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. On l'a vécu sur cette antenne. Mémoire autour, évidemment, des assassinats antisémites, et je parle notamment de Mireille Knoll. Vous avez aussi participé à Marseille à une cérémonie commémorant le génocide arménien. Pourquoi cette mémoire arménienne vous touche, et pourquoi, plus généralement, elle touche particulièrement le peuple juif ? Vous avez rappelé beaucoup d'événements mémoriels très différents les uns des autres. Les 5 ans, évidemment, de l'assassinat, enfin du meurtre de Madame Knoll, que nous avons célébré à la fois, d'ailleurs, lorsque j'étais en Israël, chez l'ambassadeur de France en Israël, avec la famille Knoll, et ensuite ici sur Paris avec la famille. J'étais aux côtés du Grand rabbin de France pour le congrès rabbinique de France qui a eu lieu cette année à Marseille. C'était la première fois dans l'histoire que nous faisions, toujours dans cette volonté de décentralisation et de renforcer tous nos consistoires dans la France. Nous avons été à Marseille pour la première fois. Le congrès rabbinique avait lieu à Marseille et on a réuni tous les grands rabbins et rabbins qui nous ont retrouvés sur place. Pendant ces 2 jours, j'ai tenu, avec le président d'ailleurs du consistoire de Marseille, le président régional Provence, mes amis Michel Cohen-Tounji et Ziamar, à aller à la commémoration du génocide des Arméniens, puisque nous étions le 24 avril, et c'est la journée nationale de commémoration. J'ai été avec la présidente du CRIF d'ailleurs, Marseille-Provence, mon ami et confrère et consoeur Fabienne Bendayan, et c'était important. Pourquoi ? Parce que lors du dîner de gala du congrès rabbinique, nous avions comme invité d'honneur, dimanche soir dernier, la présidente de la métropole et du département, Martine Vassal, qui elle-même est arménienne et d'origine arménienne. Et elle nous rappelait que quand Hitler est monté au pouvoir, vous vous rappelez de cette phrase qu'il a eue lorsqu'on lui a dit il a voulu développer son plan d'extermination contre les Juifs, et il a eu cette phrase en disant « Après tout, allons-y, en 1915, le monde est resté muet sur les Arméniens. » Et je crois que ça crée ce qui s'est passé dans ce génocide des Arméniens en 1915, ce qui s'est passé évidemment quelques années plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah. Je crois que ça a contribué à créer une relation très forte, très particulière. J'étais d'ailleurs, puisque vous parlez des Arméniens, il y a quelques semaines à peine, dans une cérémonie où avec Raïm Korsia, nous étions avec les Arméniens pour commémorer la date anniversaire de l'assassinat, le meurtre de Manouchian et de ses camarades, dont vous savez très bien que certains étaient juifs. Eh bien, tout cela contribue à renforcer des relations très fortes entre les Arméniens et nous. Et j'étais d'ailleurs très ému à Marseille, lorsque j'ai été à cette commémoration, de voir plus de 400 personnes qui se sont réunies ce lundi matin, il y a quelques jours, en plein quartier de Marseille, devant le monument qui est le monument qui commémore le génocide des Arméniens, et de voir ce monde, ces enfants, ces jeunes, ces adultes qui étaient là. C'est une cérémonie qui reste très forte, et c'est important que la communauté juive soit aux côtés des Arméniens dans ce moment-là. Tout autre chose, Élie Korchia, hier à votre place, nous recevions les journalistes Lila Berdugo et Salomé Parent-Rachdi, les autrices du podcast Tu ne te tairas point, un podcast en 6 épisodes sur des faits présumés de harcèlement sexuel perpétrés par certains rabbins de la communauté. Vous êtes interrogé d'ailleurs dans ce podcast. Elle dénonce un déni des autorités et des institutions juives de France, voire même une omerta, pour ne pas, on va dire, porter préjudice à la communauté juive de France. Est-ce que déjà vous trouvez que le travail qu'elles ont effectué est un travail salutaire, qui est un travail utile, et que répondre à ces accusations, en tout cas le fait qu'elles dénoncent un certain déni dans un premier temps? Ma réponse est très claire, cher Rudy. Si j'ai accepté de participer et de répondre à ce podcast avec le Grand rabbin de France, puisque avec Raïm Korsia, nous les avons reçus toutes les deux et nous avons répondu à leurs questions, c'est évidemment parce que c'est un sujet important qui doit être traité, et qui est traité d'ailleurs, et qui touche toute la société. Là, on parle du prisme à l'intérieur de la communauté. Il y a pu avoir quelques cas de déviance, de problèmes, mais vous savez très bien que c'est un sujet qui touche
tout le monde, tous les corps de la société, et on voit bien que la parole s'est libérée après des années où il y avait des difficultés. Je vais vous dire, je suis devenu président du Concert de France fin 2021. C'est un sujet que je n'ai jamais éludé. Et le Grand Rabbin de France, en tout cas avec qui, depuis mon élection, je suis en contact sur beaucoup de sujets, notamment sur celui-ci, c'est un sujet qui doit être traité. C'est pour cela d'ailleurs que dès l'année dernière, nous avons créé, suite à mon élection et en accord avec le Grand Rabbin de France qui voulait le faire, une commission qui travaille sur ces sujets et notamment sur les problèmes qui peuvent nous remonter dans le milieu qui nous concerne, c'est-à-dire dans le milieu rabbinique ou consistorial. Je vais vous rajouter un élément qu'il ne faut pas oublier. Bénévolement, j'ai accepté en 2017, lorsqu'on m'a fait part d'agressions sexuelles qui auraient été commises ou qui auraient pu être commises par un moël, par un circonciseur sur des femmes. Et apparemment, en 2017, on me dit tout à coup, il faudrait recevoir, est-ce qu'on peut aider ces femmes ? J'ai accepté de les recevoir à mon cabinet. Bénévolement, bien évidemment, je n'étais pas président du consistoire, mais dans mes fonctions d'avocat. J'ai reçu ces femmes. Je ne connaissais pas les faits dont elles me parlaient. Mais je comprenais lors de cet entretien avec plusieurs femmes à mon bureau que ces femmes avaient subi des faits, qu'aucune d'entre elles n'était au courant de ce qui s'était passé pour l'autre, qu'aucune n'avait déposé plainte, parce que le problème est aussi là. Il faut que les femmes, et je le dis, quand on subit des agressions sexuelles, on doit déposer plainte. Sinon, évidemment, la machine judiciaire ne part pas, et il y a des situations qui peuvent rester pendant des années. Et je découvre à ce moment-là que ces femmes ont été victimes, manifestement, de cet homme, il y a présomption d'innocence, il clame son innocence, il n'y a pas de problème. Mais en 2017, nous sommes en juillet 2017, je décide de les conseiller. Et je dis, je vous accompagnerai, parce que vous me dites ce qui se passe, je vous crois, et je pense que cette personne doit être mise hors d'état de nuire. Elle dépose plainte dans les jours qui suivent. Il se fait mettre en garde à vue quelques jours plus tard. Le dossier s'ouvre. Il est mis en examen. 5 ans d'instruction, vous connaissez les délais en procédure pénale qui, évidemment, malheureusement, sont très longs. Et le mois prochain, Rudy, le mois prochain, du 30 mai au 5 juin, toute une semaine, nous serons devant la cour criminelle du Val d'Oise et j'accompagnerai, comme je l'ai fait depuis 5 ans, bénévolement ces femmes. Beaucoup, malheureusement, ont eu des faits qui étaient prescrits, donc seront là comme témoins, mais pas comme partie civile. Mais j'accompagnerai ces femmes qui sont parties civiles et nous verrons la décision qui sera rendue. Mais en tout cas, j'accompagnerai ces femmes parce qu'il était évident pour moi qu'il fallait accompagner ces personnes qui, pour moi, ont été victimes de faits très graves qui, j'espère, seront portés à la connaissance et donneront lieu à condamnation par la cour criminelle. Donc c'est vous dire l'importance de ces sujets. Déposer plainte, toujours, parce que quand on ne dépose pas plainte, malheureusement après, l'institution judiciaire ne s'est pas mise... Vous êtes d'accord pour dire qu'on a eu du mal à en parler dans la communauté ? Mais attendez... Mais toute la France a eu du mal à parler de ces sujets. Regardez depuis ces dernières années. Pour ne pas alimenter un antisémitisme ? Je pense qu'en fait, la difficulté, je l'ai vu là par exemple, avec ce qui s'était passé sur ces femmes qui étaient victimes. D'abord, vous avez des gens qui disent « Nous, on ne sait pas, on ne veut pas entendre parler, de quoi il s'agit, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous n'êtes pas sûr ?» Donc il y a toujours, quand on ne connaît pas les faits, une réticence. Mais ça s'est passé dans tous les autres milieux socio-professionnels qu'on connaît, où la parole de femmes se sont libérées. C'est ce que disent les deux journalistes. On le voit bien. Et j'ai l'habitude, quand on parle de politique et qu'on parle de vote juif, vous le savez très bien, Rudy, j'ai toujours l'habitude de dire il n'y a pas de vote juif en France. Et bien là, c'est un peu pareil. On suit le mouvement de la société. Il peut y avoir des personnes qui ont dévié, qui ont eu des déviances et qui ont commis des faits. Mais encore une fois, quand on ne connaît pas exactement la situation, c'est très difficile de parler, même de se prononcer. Donc la chose essentielle pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que des personnes qui subissent des faits qui peuvent être délictuels, voire criminels, doivent déposer plainte. C'est vraiment la chose la plus importante en la matière. Alors il est 13h tout juste, c'est l'heure à laquelle on devrait rendre l'antenne. On nous a accordé encore quelques minutes. Juste en 1 minute, quels sont les chantiers, les projets que vous développez pour le consistoire central dans les semaines et les mois à venir ? Alors on aura l'occasion, j'espère bien, d'en rediscuter, mon cher Rudy, parce que les projets sont importants pour les communautés juives de France. Il y aura un événement qui me tient particulièrement à cœur et que je vais organiser prochainement, après Yom Rashi l'année dernière, vous vous rappelez, à Troyes, où j'avais créé ce projet à Troyes autour de la figure de Rashi, et j'avais fait cette journée du judaïsme français au mois de juillet. Et bien cette année, puisque Yom Rashi va devenir une biennale, et bien cette année en 2023, je vais créer un nouveau concept qui va s'appeler l'université d'été du judaïsme français, qui va être pendant 2 jours, qui va avoir lieu pendant 2 jours. Nous allons le faire du 9 au 11 juillet. Les mois de juillet-août sont toujours des mois très calmes au niveau de l'organisation de grands événements dans la communauté. Et bien du 9 au 11 juillet, nous serons à Marseille,
au bord de la mer, et nous aurons pendant 2 jours des responsables, des dirigeants, des intellectuels, des écrivains, juifs et non juifs, qui viendront pour aborder beaucoup de sujets qui touchent la communauté juive. Et le sujet dont nous venons de parler, des violences, Rudy, pourrait tout à fait être un thème qui va peut-être être parmi les thèmes que nous allons traiter. Et nous aurons 2 journées entières, avec 2 soirées aussi de gala, on verra ce que nous allons faire. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais cette université d'été du judaïsme français sera un nouveau rendez-vous important pour la communauté juive française. Merci Maître Élie Korcher, on en parlera évidemment sur RCJ. Merci d'être venu faire le tour de l'actualité communautaire avec nous. Donc on l'a dit, on est un petit peu en retard, mais c'est jour de Yom Ha'atzmaut, c'est un petit peu particulier. Le ciné avec Anne-Marie Baron, donc c'est maintenant. Cinéma, Anne-Marie Baron. Situation toujours très chaotique au Mali. C'est votre frère David. Il y a son véhicule blindé qui a sauté sur un engin explosif. Je dois partir quelques jours à Paris. Qu'est-ce que tu vas foutre à Paris? Je le connais, David. C'est quelqu'un qui veut pas mourir. Il bouge. David, tu m'entends? La sortie d'un nouveau film d'André Téchiné est toujours un événement. Les âmes sœurs bénéficient d'une affiche de qualité. Benjamin Voisin, la vedette d'Illusions perdues, change complètement de registre dans le rôle de David, un soldat grièvement blessé au Mali et devenu amnésique, presque autiste. Noémie Merlan, l'une des comédiennes les plus douées de sa génération, et Jeanne, sa sœur, qui l'accueille dans leur maison de l'Ariège, le soigne et l'aide à se reconstruire. Ils sont tous deux excellents. L'amour fraternel est un thème cher au réalisateur, depuis les Sœurs Brontë jusqu'à Ma saison préférée, et au Roseau sauvage, thème lié à ceux de l'homosexualité et de la tentation de l'inceste, tant cet amour est exalté ou fusionnel. Téchiné l'aborde de manière explicite dans ce drame intimiste où un frère et une sœur, remis en présence l'un de l'autre après une longue séparation, revivent une attirance qui remonte à l'enfance. Durant sa longue convalescence, David doit tout réapprendre, y compris à identifier les sentiments qu'il éprouve pour sa sœur Jeanne. Le grand vide de sa mémoire l'oblige à se laisser porter par son instinct, qui le pousse vers cette sœur, devenue chaque jour plus indispensable. Dans ce tête-à-tête oppressant se développe une relation exclusive, à laquelle Jeanne essaye de se dérober. Si l'amnésie de David est le moteur du scénario, la mise en scène du progressif retour de sa mémoire a pour cadre la nature qui les entoure. Elle joue toujours un rôle clé chez André Téchiné, qui la filme admirablement en toute saison. Ses brouillards, sa forêt, ses montagnes symbolisent les difficultés de David à retrouver une vie normale et l'ambiguïté des non-dits entre lui et sa sœur. Le passage à l'âge adulte dans les âmes sœurs d'André Téchiné est retardé par cette amnésie et il signifie pour tous les deux à la fois un épanouissement et un renoncement. Anne-Marie Baron, on termine cette émission avec Frédéric Huttman et la musique. Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, j'ai interviewé une jeune violoniste de très grand talent, Manon Gali, et cette interview a été diffusée récemment sur notre radio. Elle vient de faire paraître un très beau disque en duo avec un pianiste cubain vivant en France, Jorge González Boissazan. Ce disque est consacré à des œuvres de compositeurs français du tournant des 19e et 20e siècles, Debussy, Ravel, Poulenc et Darius Milhaud. On y trouve des sonates et des œuvres brèves pour piano, transcrites pour violon et piano par un des grands violonistes du siècle dernier, Jascha Heifetz. Interrogé au sujet de ce dernier, Manon Gali me rappelait son importance essentielle pour tous les violonistes. De fait, il y a les mauvais violonistes, les bons violonistes, les grands, et tout au sommet, quelques noms, tels David Oistrakh, Nathan Milstein, Itzhak Perlman, ou encore justement Jascha Heifetz, qui est à lui tout seul un monde et une figure à part. Quand on veut savoir ce qui fait sa singularité, il suffit d'écouter un de ses enregistrements, et ils sont nombreux et facilement disponibles. On y trouvera un son inimitable, une justesse quasi inaccessible et une intégrité musicale sans peu d'égal. Mais qui était cette figure si importante du violon ? Jascha Heifetz est né dans une famille juive de Vilnius, en Lituanie.
Il a commencé l'étude du violon à l'âge de 3 ans avec son père, Ruben Heifetz, violoniste professionnel. Il a poursuivi dès l'âge de 5 ans sa formation à l'Académie royale de musique de Wilno avec un élève du grand Leopold Auer, qui fut également le maître de Nathan Milstein. Il a poursuivi de brillantes études et à 12 ans, Jascha Heifetz faisait ses débuts à Berlin en jouant le concerto pour violon de Tchaïkovski, concerto justement dédié à son maître Leopold Auer, qui avait refusé de le jouer, le trouvant tout simplement trop difficile. Au moment de la révolution russe, Heifetz a gagné les États-Unis avec sa famille, pays dans lequel il est resté une star incontournable jusqu'à sa mort en 1987. Son dernier récital date de 1972 et on peut facilement s'en procurer l'enregistrement. Heifetz a formé pendant un temps un trio avec Arthur Rubinstein et Gregor Piatigorsky. On l'a appelé le $1 Million Trio pour des raisons qui peuvent aisément se comprendre. Et on peut facilement voir sur YouTube un film où ce trio joue le premier trio de Félix Mendelssohn, film du reste réalisé par le grand Jules Dassin. On y voit la figure lumineuse d'Arthur Rubinstein, cet immense pianiste qui donnait toujours l'impression de ne pas prendre la vie au sérieux, tout en vouant sa vie à la musique et aux arts, et la figure impénétrable de Jascha Heifetz, sorte de Buster Keaton du violon. Contrairement à une certaine idée reçue, son jeu n'était pas du tout froid, mais au contraire vibrant et chaleureux, et la perfection n'excluait en aucune manière la sensibilité. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain à 23h pour une nouvelle interview. Ce ne sera pas Jascha Heifetz, que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer et qui m'aurait tout de même sacrément terrorisé, mais un musicien ou une musicienne de très grand talent. Bonne journée sur RCJ. Et merci à Frédéric Huttman, c'est la fin de ce RCJ Midi un peu plus long que d'habitude en ce jour de Yom HaAtzmaut. Vous l'avez entendu, c'était un petit peu agité avec tous ces directs depuis Israël, notamment depuis les barbecues partout dans le pays. Dans un instant, eh bien, c'est Karen Tayeb avec Objectif Santé. On se retrouvera demain à 8h en direct pour l'info sur RCJ. Très bonne fête pour de Yom HaAtzmaut à toutes et à tous et à l'État d'Israël. Et puis donc on se retrouve demain, très belle journée sur RCJ. RCJ Midi, Rudy Saada.